Voilà, donc Gérard m'a demandé, excusez-moi, de vous parler des espérances et des craintes des radiologues face à l'arrivée de ces nouvelles technologies. Donc, il y a 120 ans à peu près, en créant cette radiographie de la main droite de son épouse, Wilhelm Röntgen donne naissance à l'imagerie médicale, laquelle imagerie médicale va rapidement se développer, et à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, les progrès concomitants de l'électronique, du traitement informatique du signal vont permettre l'éclosion de nouvelles modalités basées sur des principes physiques totalement différents. Donc les rayons X pour la radio et le scanner, mais aussi les ultrasons, les isotopes, la résonance magnétique, etc. Donc de plus en plus de modalités, mais aussi, tout au cours du XXe siècle, de plus en plus d'examens. D'abord parce que ces techniques d'imagerie vont se perfectionner, se diffuser, mais aussi et surtout parce que c'est des méthodes non invasives, non destructives pour faire des diagnostics. Et progressivement, elles vont se substituer à la chirurgie exploratoire, qui était encore une pratique assez courante jusque dans les années 70, c'est-à-dire on ouvrait le malade pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur, ce qui aujourd'hui est quelque chose d'assez impensable. Paradoxalement, ou pas tout à fait paradoxalement d'ailleurs, ça va s'accompagner d'une perte de savoir-faire clinique. J'en veux pour preuve qu'une des premières communications de radiologie de langue française qui était due à Becler et Barthélemy, c'était une radio de thorax faite chez un patient qui avait un anévrisme de l'aorte thoracique, lequel diagnostic d'anévrisme de l'aorte thoracique avait été fait cliniquement antérieurement à la radio. Je ne sais pas s'il y a des médecins dans la salle aujourd'hui capables de faire le diagnostic clinique d'anévrisme de l'aorte thoracique. Moi, je travaille dans un centre de cardio où je pense que tout le monde est à peu près incapable de faire cliniquement ce genre de diagnostic. L'autre élément fort qui a favorisé le recours à l'imagerie avec de plus en plus d'examens, c'est la nécessité de la preuve. C'est-à-dire qu'avant d'engager un patient dans un traitement complexe, douloureux, difficile, pouvant présenter des effets délétères, des inconvénients, il faut pouvoir prouver le bien-fondé de la démarche, et quoi de mieux que l'image pour montrer et prouver la pathologie. Donc de plus en plus de modalités, de plus en plus d'examens, mais aussi de plus en plus de données par examen. Je vous ai mis ici l'exemple du scanner. Un scanner de première génération était capable de réaliser une dizaine de coupes et nécessitait plusieurs heures avant qu'on ait le résultat. Aujourd'hui, un scanner de dernière génération peut faire, pour certaines explorations, plusieurs milliers de coupes, pratiquement en temps réel, on va dire. Donc, vraiment, une avalanche de données qui tombe sur la tête de ces malheureux radiologues qui sont un peu saturés par le volume. Et puis, avec le XXIe siècle, arrive l'apprentissage, le deep learning et le machine learning, l'apprentissage par des machines et tout ce qu'on appelle aujourd'hui, depuis 2-3 ans, l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que cette intelligence artificielle fait vraiment appel à de l'intelligence ? Je cite l'un des pères de ces technologies et professeur au Collège de France, Yann Lequin, qui, dans une interview, répond on est très loin de construire des machines réellement intelligentes. Tout ce qu'on voit aujourd'hui comme interpréter des images médicales fait appel à une intelligence très étroite. Donc les radiologues dans la salle, je pense, apprécieront, mais il est probable qu'il n'ait pas complètement tort, puisque les Écossais, qui sont connus pour leur sens de l'économie, ont entraîné non pas des algorithmes coûteux, mais des pigeons à reconnaître les microcalcifications sur des images de mammographie. Et bien avant les images que ces dames nous ont montrées ou que Michael nous a montrées, les pigeons se sont avérés aussi capables que les radiologues de reconnaître les microcalcifications. Ça situe le niveau requis. C'est inquiétant. Et que nous annonce-t-on pour l'avenir ? Eh bien, l'une des chevilles ouvrières du projet Google Brain, qui est un chercheur canadien qui s'appelle Geoff Hinton, a déclaré en 2016, je crois, « Nous devons arrêter de former des radiologues. Maintenant, dans 5 ans, le deep learning fera beaucoup mieux. » Et quand on regarde
la courbe de Gartner, qui est un cabinet spécialisé dans le conseil sur les nouvelles technologies. Il nous dit, d'un côté, vous affolez pas, là on est au sommet de l'enthousiasme sur ces techniques, que j'ai cerclé en rouge, deep learning, machine learning, puis il va y avoir des déconvenus, tout ça, ça va retomber, et ça va prendre du temps avant qu'on arrive à un plateau d'exploitation réelle de ces techniques. Alors du temps, c'est quoi? Quand on regarde les échelles de temps, c'est les petits points bleu ciel, c'est un délai de 2 à 5 ans, c'est-à-dire demain. Alors, on peut penser que les radiologues sont effectivement mal en point, et puis cette étude publiée dans Nature que Nicolas, je crois, vous a montré ce matin, a démontré qu'avec ce type d'algorithme, là, un algorithme donc, disponible et mis à la disposition de tout le monde par Google, on pouvait différencier des lésions bénignes ou malignes, des lésions cutanées, carcinome, névus, mélanome, etc. Donc on peut penser que les jours des radiologues sont comptés, et pour les compter vraiment, il faut peut-être s'interroger sur c'est quoi le métier de radiologue. Alors le métier de radiologue, à mon avis, c'est d'abord, en fonction des données cliniques, de proposer l'examen ou les examens d'imagerie pour arriver le plus efficacement au diagnostic. Le plus efficacement, ça va être le plus rapidement, au moindre coût, avec les moindres douleurs, les moindres nuisances pour le patient et avec la plus grande probabilité de certitude. Et ça, je pense que c'est la première mission des radiologues. Ensuite, il faudra s'assurer des bonnes conditions techniques de réalisation de l'examen. On a parlé tout à l'heure de nettoyage de données, enfin de choses comme ça. Tous les examens ne sont pas parfaits parce que tous les malades sont différents. Par exemple, en IRM, la qualité de l'image, la résolution d'image, elle est obtenue par itération, c'est-à-dire on fait beaucoup de fois la même mesure, mais faire beaucoup de fois la même mesure nécessite de l'immobilité de la part du patient. Et donc, il y a un compromis à trouver entre laisser un patient trop longtemps dans la machine, parce qu'il s'impatiente, il bouge et il dégrade l'image, et avoir des itérations suffisantes pour avoir une image de qualité suffisante. Le troisième point, une fois que l'image est faite, ça va être de vérifier la qualité de cet examen. Ça a été évoqué tout à l'heure. Et est-ce que cette qualité est iconographiquement médiocre, mais sur le plan diagnostique suffisante ou pas? Et ça, c'est une question qu'on peut se poser presque à chaque examen, c'est une question importante. Ensuite, il faudra analyser les images produites, et c'est à ça que nos amis précédemment cités semblent réduire le rôle du radiologue. Et enfin, formuler un diagnostic. Alors, il est évident que les ressources de l'IA, elles peuvent aider dans toute cette chaîne de production, elles peuvent intervenir à différents niveaux, mais pour l'instant, l'analyse automatisée de l'image, c'est juste ce qu'il y a dans le cadre bleu. Et puis, ce n'est pas fini, parce que le travail du radiologue, ça va être ensuite de communiquer ces conclusions, de les commenter et de les discuter à la fois avec le clinicien, mais aussi avec le patient. Et ça, c'est une part non négligeable du travail. Ensuite, il va devoir, dans un certain nombre de cas, participer aux décisions thérapeutiques. Vous ne le savez peut-être pas, mais pour le traitement du cancer en France, la décision thérapeutique ne peut pas être prise par un seul médecin. Ça doit être fait dans le cadre de réunions de concertation pluridisciplinaires. Par exemple, pour traiter un cancer du poumon, il faut idéalement un pneumologue, un chirurgien thoracique, un oncologue, radiothérapeute, chimiothérapeute, un radiologue diagnosticien et aussi un radiologue interventionnel. Parce qu'une part du travail des radiologues consiste à réaliser des interventions guidées par l'image. Ces interventions elles peuvent être à visée diagnostique, c'est des biopsies, ou à visée thérapeutique, soit des traitements curatifs, des ablations tumorales par exemple, soit des traitements palliatifs comme dans les cimentoplasties de métastases osseuses. Et enfin, dernière chose, le radiologue aura souvent en charge d'évaluer l'efficacité des thérapeutiques, par exemple en comparant des examens avant et après traitement. Alors c'est sûr que l'écosystème qui se trouve autour de la radio est extrêmement favorable à l'émergence de ces nouvelles technologies. Et à mon avis, le premier facteur favorable, c'est les progrès de tout ce qui est intelligence artificielle en analyse de l'image
sous la pression et à l'initiative de sociétés très riches et très intéressées par le sujet, que sont Google, Facebook, etc., qui développent des produits dont on peut tous, quelque part, bénéficier. L'autre élément favorable, c'est qu'on dispose de données qui sont d'emblée des données numériques et qui sont normées. Il y a une norme qui s'appelle le DICOM, qui est appliquée à tout type d'image, scanner, IRM, etc. Il existe de grandes bases de données, on en a parlé, labellisées ou labellisables, il en a été parlé, et il a été parlé des difficultés d'obtenir des éléments fiables, donc je ne reviendrai pas là-dessus. L'autre élément qui me semble important, c'est l'appétence, et on l'a vu tout à l'heure, des radiologues pour la technologie en général et l'informatique. Ce qui a mis la radiologie au devant de la scène de la médecine dans ces 40 dernières années, ce sont ces progrès technologiques. Alors, ça peut répondre à quels besoins? D'abord et avant tout, à alléger la charge de ces pauvres radiologues qui croulent un peu sous la masse de données et qui effectuent, ça a été dit tout à l'heure, un certain nombre de tâches ni très valorisantes ni très intéressantes, comme par exemple contourer des tumeurs pour voir si elles ont grossi ou si elles ont diminué après traitement. Mais aussi, ça peut, dans une certaine mesure, pallier le manque de médecins pour compenser les difficultés qu'il y a dans le territoire. Vous avez une carte à côté de France fournie par le syndicat des radiologues, où chaque petit point noir est un service de radiologie qui a disparu entre 2012 et 2016. Donc il y a un vrai problème de maillage territorial. Un autre avantage qu'on pourrait voir à ces analyses automatiques de l'image, c'est la mise en place rapide de structures hospitalières dans des endroits où il n'y en a pas. Par exemple, un pays émergent comme l'Inde, c'est facile de créer un hôpital s'il y a l'argent en face et la volonté politique de le faire. Former un radiologue, c'est 15 ans, et donc ça va forcément prendre du temps. Et d'une manière générale, encore une fois, trouver du temps à consacrer aux patients, aux cliniciens et à la radiologie interventionnelle. Alors, quelle valeur ajoutée on peut imaginer à l'IA? Stabilité et robustesse, on en a un petit peu parlé. On peut penser que la variabilité inter- et intra-observateur ne se retrouverait pas dans les algorithmes qui répondraient à peu près toujours de la même façon à des questions de même nature. La production de données normées qui pourraient être utilisées directement par d'autres algorithmes. La production de comptes rendus que j'ai baptisé augmentés, c'est-à-dire qui ne mêlent du texte et d'autres choses, des images par exemple, mais d'autres choses encore, qui seraient plus informatifs, qui permettraient de mieux faire passer les messages. Évidemment, la disponibilité, ça rejoint le problème du maillage territorial et des urgences et de la permanence des soins, puisque les algorithmes sans fatigue peuvent travailler 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Et puis une certaine ubiquité, comme on l'a vu avec le projet d'Arteris, puisque le traitement des données n'est pas lié à leur lieu de production. Mais aussi, on peut attendre, et vous l'avez vu dans les présentations précédentes, d'aller au-delà de l'analyse strictement anatomique en allant vers une imagerie, elle aussi, augmentée, comme par exemple en IRM fonctionnel, qui devient aujourd'hui quelque chose de pratique clinique presque courante, ou en appliquant des solutions de simulation, comme vous avez ici à l'extrême droite, c'est un projet sur lequel on travaille pour prédire les fuites paraprothétiques lorsqu'on insère des TAVI, des valves aortiques par voie transcutanée. Un des problèmes qui se pose, c'est qu'autour de la valve prothétique, des fuites se créent, et donc par modélisation et par simulation, on peut essayer de prédire l'existence ou non de ces fuites et leur importance éventuelle. Et puis, peut-être aussi qu'on pourrait aller au-delà de l'imagerie en intégrant tout type de données, ça a été dit tout à l'heure, des biomarqueurs, de la génomique, différents signaux physiologiques, mais aussi et y compris des données non médicales et qui, elles, sont totalement libres d'accès. Quand vous avez sur vous un smartphone, il y a un accéléromètre et un GPS, on peut connaître votre activité ou estimer votre activité physique, les lieux que vous fréquentez, etc., etc.
Et Mehdi Benchoufi a parlé ce matin de l'expérience semi-concluante, on va dire, de Google pour prédire l'avancée de l'épidémie de grippe aux États-Unis en fonction des clics des internautes. Mais donc, tout type de données pourrait être agrégé, des données qui, pour l'instant, ne sont pas prises en compte, mais auraient une pertinence médicale. Alors, est-ce qu'on va là vers le patient numérique cher à Nicolas, comme il nous a décrit ce matin, ou est-ce qu'on va vraiment vers une médecine intrusive, peut-être très intrusive, trop intrusive? Là, c'est un vrai problème de société, je pense, et qui mérite un débat citoyen de fond. Et quels acteurs vont s'emparer de ça? Là, je vous ai mis l'image d'un site internet d'une société israélienne qui dit au public, hein, ce n'est pas réservé aux médecins, téléchargez, c'est écrit, téléchargez votre tomodensitométrie pour recevoir l'analyse automatique. Donc, vous avez passé un scanner dans mon service, vous êtes parti avec un compte-rendu, et puis vous rentrez chez vous, vous téléchargez votre scanner, et cette société qui vous explique qu'elle a des algorithmes très performants, vous rendre un résultat. Alors, plusieurs problèmes, évidemment, que vous entrevoyez tous, j'imagine, se posent. L'un des premiers, quand même, qui m'interpelle, moi, par rapport à la présentation du système de cloud d'Arteris, c'est de dire ces gens généreux là qui vont vous donner des avis, parce qu'il a été dit, c'est le modèle Google de service rendu. Donc là, on vous rend un service rendu en échange de quoi? Je ne sais pas. Alors évidemment, ça pose ce grave problème de la protection des données à partir du moment en plus où là, personne ne vous les vole. Hein. C'est vous qui téléchargez spontanément vos données. Qu'est-ce qu'elles vont devenir? On a vu récemment que des gens qui recueillent des données à des fins commerciales tout en jurant qu'ils en font un usage totalement encadré peuvent se trouver un petit peu pris en défaut. Bon, je n'insiste pas sur cet épisode que tout le monde a suivi. Alors, c'est vrai qu'il y a des limites, ça a été dit, à mon avis, un petit peu rapidement dans l'enthousiasme général des orateurs précédents pour ces techniques. Les limites sont très nombreuses, mais il y en a quelques-unes, moi, qui me chiffonnent beaucoup. La première qu'a évoqué Nicolas ce matin, c'est le fonctionnement en boîte noire. C'est-à-dire, comme ça a été dit, vous donnez des données à l'entrée, ça vous sort des résultats à la sortie, et ces résultats, presque avec étonnement, vous constatez que ça correspond à ce que vous en attendiez. Mais la manière dont l'algorithme a pondéré tous ces coefficients au milieu, ça reste aujourd'hui quelque chose de totalement opaque. Et à mon avis, ça pose, là encore, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, je pense que ça pose un vrai problème et qu'il faudrait qu'on aille vers un système peut-être de normalisation et vers une standardisation des standards de certification, comme l'a évoqué Gérard, parce que ce fonctionnement en boîte noire pose un vrai problème. La deuxième limite qui m'ennuie beaucoup, c'est la capacité de ces systèmes à faire des erreurs extrêmement grossières. Là, c'est un panel d'erreurs d'identification de l'image, vous voyez, où sur des rayures jaunes et noires, l'algorithme a dit ça c'est un bus scolaire, parce que les bus scolaires aux États-Unis sont comme ça. Alors, quelle utilisation va-t-on faire de ces données? Ça a été de ces algorithmes. La première utilisation que les radiologues aimeraient voir arriver, c'est améliorer la productivité, c'est-à-dire faire une espèce de tri de première intention avec la pile normale et la pile pathologique. Ça peut être aussi, et on l'a vu tout à l'heure, améliorer l'efficacité diagnostique. Par exemple, en vous mettant des tags, comme nous a montré Mike Brady tout à l'heure, en disant « Attention, là, il y a un truc, regardez bien, il y a quelque chose de pas normal ». Évidemment, ces deux choses ne sont pas, c'est pas fromage ou dessert, on peut combiner selon les circonstances, le type d'examen, etc. Dans tous les cas, ça va vraiment poser le problème de la définition de la norme, c'est-à-dire c'est quoi une image normale et c'est quoi une image anormale, c'est quoi la pertinence d'une image anormale. L'exemple que je citais tout à l'heure, si vous êtes dans un centre qui soigne l'insuffisance cardiaque, si vous faites lire les clichés de thorax et qu'on vous répond cardiomégalie
sur tous les clichés, le niveau d'aide est de 0. Si vous faites des clichés, ce n'est pas pour chercher une cardiomégalie dans un centre où tous les patients ont une cardiomégalie. Pourtant, une cardiomégalie, c'est pathologique. Donc, il y a cette question de la norme se pose. Et dernier point qui n'est jamais abordé pour l'instant, c'est la bonne intégration au workflow. Moi, je vois les gens qui font du diagnostic chez moi, puisque moi, je fais de l'interventionnel, ils travaillent avec 5 ordinateurs devant eux, parce qu'il y en a un où il y a le petit logiciel qui va bien pour interpréter ci, l'autre le petit machin qui va bien pour interpréter ça, et au total, la perte de temps est considérable. Alors, comment va-t-on gérer les erreurs? Ça aussi, ça a été un petit peu envisagé par les orateurs précédents. Les faux positifs, si on a trop, ils vont imposer forcément la relecture. Donc, s'il y a trop de faux positifs, la fonction tri des algorithmes perd tout son intérêt. Les faux négatifs, c'est beaucoup plus grave, puisque eux, a priori, ils sont indétectables. Si on vous a mis dans la pile normale des clichés sur lesquels il y a de la pathologie, là, vous allez dans le mur. Et au-delà de ça, il y a le problème de l'acceptabilité de l'erreur. C'est-à-dire que ce que j'entends par là, c'est que le logiciel qui n'aura pas vu la lésion que vous-même n'auriez pas vue, on vous le pardonnera peut-être, mais le logiciel qui a vu un bus scolaire là, dans les rayures jaunes et noires, c'est-à-dire qui ne verra pas un truc que l'interne de première année pointera du doigt au premier voyage, alors là on n'est pas bien, et là, par contre, nos juristes auront sûrement des choses à dire et à redire, et je pense que là, on est dans le domaine de la faute. Comment gérera-t-on aussi les discordances à venir, j'en suis certain, avec des avis non médicaux, c'est-à-dire Zebra, dont je vous ai montré le site tout à l'heure, ou d'autres, qui répondront, le malade qui reviendra nous voir en disant, ben voilà, moi j'ai téléchargé sur Internet mon examen, et docteur, je suis désolé, l'algorithme n'est pas d'accord avec vous. Alors c'est clair qu'il va falloir, avec l'arrivée de tous ces algorithmes, qu'on modifie nos comportements. Un des objectifs fondamentaux du radiologue, ça doit être d'éliminer les examens inutiles. Et ça veut dire vraiment de s'emparer, à mon avis, de la prescription des examens et non plus de les exécuter, ce qui est, hélas, trop souvent le cas. Je pense qu'on aurait tout intérêt à étendre le concept de réunion de concertation pluridisciplinaire à d'autres champs qu'à l'oncologie. Ce serait au bénéfice des malades. Et puis, peut-être qu'il nous faudra sortir de la seule imagerie pour devenir des agrégateurs de données. C'est un petit peu ce qu'on a vu avec les biomarqueurs, mais aussi ça peut aller à la radiomique, ça peut aller beaucoup plus loin que ça. En tout cas, tout ça va nécessiter pour nous de retrouver du temps et de la disponibilité pour le dialogue avec le clinicien et avec le malade. Alors, il y a des gros écueils à éviter à tout prix. D'abord, croire ce qu'on vous raconte, ce qu'on nous raconte, sans aucun recul, et par là diminuer l'effort de formation. Moi, j'ai la conviction que tous ces outils vont faire de la radiologie une technique beaucoup plus performante, et que plus on sera performant, plus il y aura de demandes et plus il faudra fournir d'analyses et d'explications. Donc surtout, ne pas croire Geoff Hinton, ne pas arrêter de former des radiologues. Au contraire, il faut plus de radiologues avec un plus haut niveau. Il faut vraiment aller vers un système plus qualitatif. Accessoirement, pour rester dans le qualitatif, ne pas baisser la valorisation des actes. Là, je m'adresse aux tutelles s'il y a des gens dans la salle, parce que la compensation habituelle à une baisse de valorisation, c'est la quantité. Et il ne faut absolument pas aller vers un système purement quantitatif. Encore une fois, il faut aller vers plus de qualité. L'autre écueil à éviter, c'est de surestimer les capacités et en particulier l'objectivité des algorithmes et utiliser l'IA comme amplificateur de nos préjugés et de nos erreurs. Cathy O'Neill, qui s'est exprimée au Collège de France lors de la présentation du rapport Villani, a dit « Les algorithmes sont des opinions intégrées dans du code ». Et ça, je pense que c'est une phrase à méditer. Alors, pour vous donner un petit mot d'espoir pour l'avenir, ma cousine, qui est médecin généraliste dans mon petit village de Corrèze, m'a envoyé la photo du cahier d'écolier de son petit-fils, Victor, 7 ans,
qui a déclaré « Quand je serai grand, je serai radiologue, parce que j'aime bien soigner les gens, moi aussi ». Je vous remercie.